Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Aujourd'hui, je rencontre Caroline Métro qui a grandi et est née à la campagne, en Corrèze, et qui aujourd'hui dirige Nomade, une entreprise à impact social très important qui collectionne les prix et les reconnaissances. Bonjour Caroline Métro, entrons ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir de l'ascenseur, qui voyez-vous aujourd'hui ? Alors Caroline, chef d'entreprise, 51 ans, 2 enfants, une fille et un garçon, mariée depuis, en tout cas la rencontre a eu lieu il y a 30 ans. Voilà, je vois une femme épanouie, amoureuse de sport et consciente de la chance qu'elle a. Caroline, quand vous partez dans la vie, quel est votre rez-de-chaussée ? Vous partez d'où ? Alors moi, je pars d'un tout petit village de Corrèze qui s'appelle Égletons, donc une petite ville élevée par un papa qui n'avait pas fait d'études, enfin qui avait son CAP couvreur en poche, donc qui était sur les toits à l'âge de 12 ans. Voilà, en parallèle de sa scolarité, parce que son papa, il travaillait aux côtés de son papa, et une maman qu'on avait en 6e mis en couture, je crois, elle détestait ça, et donc qui a arrêté l'école très tôt aussi. Voilà, donc des gens qui m'ont porté avec la valeur de l'école comme la valeur de la réussite. Vous viviez dans votre village, dans quel type de logement ? Alors j'étais dans une maison, voilà, avec un rapport très fort à la nature, à l'extérieur. Fallait toujours être dehors chez moi. Voilà, la terre était capitale. Ma grand-mère, la première était bergère, la deuxième était agricultrice. Voilà, donc j'ai toujours passé ma vie à aller voir les vaches, les moutons, les lapins, voir les gens chasser et tuer les bêtes. Voilà, dans cet univers, le cri du cochon, c'était vraiment mon environnement. Comment se passait l'école ? Alors l'école se passait bien, donc on se connaissait bien parce qu'on était un petit village, donc tout le monde se connaissait. Donc l'école était dans le village, oui. L'école primaire ? Oui, et j'adorais ça. Voilà, j'adorais ça, c'est-à-dire que toute petite, et plus tard je me levais à 5h du matin pour apprendre, j'ai toujours adoré travailler, apprendre, et j'avais une espèce d'envie d'être la première. C'était le cas ? De la classe. Ça a été le cas tant que c'était facile, ça a été le cas jusqu'au collège. Je me battais avec un camarade de classe. Et après, ça n'a pas été le cas parce que j'étais bosseuse, mais j'étais pas brillante. Donc en seconde, ça a commencé. Voilà, j'étais plus dans les premiers, mais j'ai continué à avoir cette espèce d'esprit de revanche et à adorer apprendre, être curieuse. Comment se passait le collège ? Il était où ? Le collège et le lycée ? Égletons est une ville particulière parce que c'est à côté de notre président Chirac, de Saran. Donc c'est une ville où il y a eu beaucoup d'établissements qui ont été établis. Donc c'est une ville avec 1300 habitants, enfin un village tout petit, mais avec beaucoup d'écoles. On a une école des travaux publics, on a un IUT, etc., parce qu'il avait fait venir des étudiants. Donc moi, j'ai aussi vécu dans un petit village, je raconte toujours, avec 35 bars, ce qui est un peu surprenant, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'élèves qui venaient de tous les horizons, et même d'Afrique d'ailleurs, pour les travaux publics. Alors quand est-ce que vous avez le sentiment d'accéder au premier étage ? Alors je crois que c'est quand je suis partie, j'avais 17 ans et demi, je revois du balcon à Poitiers mes parents me faire un coucou et me laisser, moi qui n'étais jamais partie, qui n'avais pas pris l'avion, qui n'avais pas, me retrouver dans ce petit appartement et commencer cette prépa toute seule. Et quand je suis rentrée en prépa... Prépa de quoi ? HEC. Je me rappelle que je faisais des fautes de français quand je suis arrivée en prépa. Les gens étaient très gentils, donc je n'en garde pas un traumatisme, mais il y avait des phrases
dont je pensais qu'elles étaient correctes et qui ne l'étaient pas. Voilà, donc je suis arrivée dans cette prépa et puis je me suis intégrée avec le caractère que j'avais. Ça s'est très bien passé, mais j'ai quand même vu qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu différent. Alors revenons un tout petit peu en arrière. Comment vous avez l'idée de faire une prépa ? Je crois que c'est l'engagement parental. C'est-à-dire que mon papa, et je le vois encore plus, j'ai la chance de toujours l'avoir aujourd'hui, je me rends compte de sa forme d'intelligence. Il était hyper curieux et j'étais bonne élève. Donc j'étais bonne élève, il fallait faire un bac C. Donc j'ai fait un bac C, j'étais bonne élève, il fallait faire une prépa. Donc très tôt, il m'a dit, faut que tu fasses ça, faut que tu fonces. Il avait pas de garçons, il avait 2 filles. Voilà, donc il m'a très tôt traîné partout sur les terrains de rugby où j'ai créé un rapport aux hommes très simple. Je suis hyper à l'aise avec les hommes parce que j'ai passé ma vie avec eux. Donc il m'a élevé peut-être comme on élève un garçon. Et puis en me disant, tu vas faire un bac C, tu vas faire une prépa. Et on a fait le tour des prépas avec lui. Voilà. Donc il y avait une certaine ambition de la part de vos parents. Ah oui, ouais, très forte. Et d'ailleurs qui peut être difficile, une forme d'exigence importante que je fasse ce qu'il n'avait pas pu faire. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors vous, il y avait les rêves de vos parents, mais est-ce que vous aviez des rêves d'avenir pendant votre enfance ? Oui, alors je voulais faire les beaux-arts, donc rien à voir. Moi qui avais jamais vu un musée, mais c'est vrai qu'on m'avait mis des livres partout. Ma chambre était tapissée de tableaux de Van Gogh, donc j'avais ce rêve de réussir. J'ai de l'ego, je sais pas si c'est un défaut, je l'ai toujours eu. Quand je voulais être première, c'était ça. Je pense qu'il en faut pour réussir et j'avais envie au tennis, au piano. Mes parents m'ont fait faire tout ça. D'ailleurs, je me dis c'est incroyable. Ils ont multiplié plein de choses pour justement eux qui avaient jamais fait de musique ou etc. Et oui, je voulais, et j'ai toujours cet avis dans l'entreprise. J'ai des choses à prouver. Alors du coup, vous arrivez en prépa. Racontez-moi. Donc, vous avez un petit choc culturel. J'ai un petit choc culturel. Je me rends compte que j'étais bonne dans un mauvais lycée. Donc je suis pas très bonne, donc je me prends beaucoup de claques. Je redouble cette prépa qui à l'époque ne se faisait pas en 2 ans. Par contre, j'ai cette force de cette terre simple qu'est la Corrèze, d'être très à l'aise avec l'autre. Donc très vite, je me fais une bande de copains, de copines, etc. qui sont souvent bien meilleurs que moi, scolairement. Et ça aide à grandir. Voilà, je rentre pas parce que je rentre jamais. Je rentre aux vacances ou à Noël, donc je suis vraiment cette vie toute seule parce qu'il faut que je bosse les week-ends parce que je suis quand même pas, justement, en maths, etc. C'est compliqué et voilà, je m'intègre facilement et puis j'intègre après une école moyenne où je suis très heureuse. Alors pendant la prépa, comment vous vivez ? Vos parents, ils ont les moyens de vous financer un petit logement dans la ville où il y a la prépa ? Oui, ils ont eu les moyens. Après, j'ai aussi fait des jobs étudiants, voilà, pour compléter les deux. Donc, vous intégrez une école... Ouais, qui s'appelait l'ESG, qui s'appelle PSB aujourd'hui, qui était post-prépa, qui est post-bac maintenant. J'ai pas tenté HEC, etc. J'ai pas tenté les grandes écoles parce que objectivement, j'aurais pas eu les concours. Voilà, donc j'étais assez que j'avais envie d'avancer. Et du coup, comment vous faites avec ce rêve d'enfant de faire plutôt une carrière artistique, enfin en tout cas de faire des études artistiques ? C'est passé seul, c'est devenu comme le sport, quelque chose qui reste très important dans ma vie, mais qui est à côté parce que j'avais aussi des envies d'argent. C'est marrant, je fais partie de cette génération qui se disait à 30 ans, alors ça peut choquer, moi ça me choque pas du tout. Je gagnerai tant, et c'est pas tant parce que je dépense assez peu, mais c'est une espèce d'accession à une forme de liberté, de pouvoir faire ce que je veux, découvrir le monde notamment, faire plaisir. Voilà, j'adore offrir. Donc voilà, donc j'avais des objectifs et l'école de commerce répondait un peu à ça, assez simplement. Voilà, aller où je voulais, même si j'étais pas la plus sérieuse non plus en école de commerce. Je suis une fille très douée en soft skills, plus que je ne l'étais en comptabilité, en finance ou en informatique. Est-ce qu'on peut revenir sur la part du sport dans votre vie ? Elle est capitale. Elle est capitale, elle me donne une énergie dingue. Donc là, je prépare le marathon des JO. En fait, ça fait 2 objectifs parallèles. Quand on se fixe des petits objectifs sportifs, on vient de faire un triathlon avec mes copines, on a toutes 50 ans, on s'est rencontrés en même temps. Quand on a passé cette ligne, pour certaines mortes et épuisées, celles qui avaient pas de boulot, celles qui avaient des projets, des soucis au bureau, on avait cet objectif, donc on a réussi ensemble. Première chose, ça permet de réussir quand on a des objectifs différents. Deuxièmement, moi je considère, on n'arrête pas de nous parler de la planète, etc. Et souvent on oublie qu'on est des animaux. On est des animaux doués d'un cerveau, mais on a un corps et on a une tête. Moi je ne comprends pas qu'on l'oublie, je ne comprends pas qu'on ne se dise pas qu'on a besoin de se défouler pour aller bien dans sa tête. Donc on se bat énormément chez Nomade pour des jeunes bien dans leur basket. Donc moi je cours beaucoup, on va avec les équipes à la salle, on avait mis du pilates le mardi matin ici pour que les gens
puissent faire une activité physique dans l'entreprise. Je crois qu'on a toute une génération notamment qui va mal. L'obésité en explosion. Les écrans. Les écrans. Le trop d'écrans. Exactement. Donc moi, on se moque souvent de moi quand on dit, moi, mes 2 enfants font du rugby. Donc je dis que ma fille, pour moi, elle mène un vrai combat. Parce que quand je la vois plaquer, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui va l'enquiquiner, plutôt que les beaux discours. Et quand elle est là, surtout, ils y passent du temps, mais ils sont pas sur les écrans. Ils sont avec des gens, des copains, des éducateurs, des arbitres dans le cadre du respect. Donc je porte ça, ça a une place capitale. Il y a 4 athlètes qu'on accompagne chez Nomade Éducation dans leur poursuite parce qu'ils viennent parler à nos jeunes sur les réseaux, ils viennent parler ici en interne, c'est très important. Moi quand je cours, je trouve des solutions, je réfléchis, je me sens pas vieillir. Si je fais ce marathon, tout me paraîtra accessible, tout. Et si je le fais pas, je serai fière de tout ce que l'entraînement, si j'arrive pas à passer la ligne d'arrivée, c'est possible de tout ce que l'entraînement m'aura apporté. Voilà. Est-ce qu'il y a des jours où vous avez besoin de vous fouetter pour aller faire votre sport? Ou est-ce que vous y allez toujours avec plaisir? C'est assez rare, c'est devenu une drogue. Donc c'est assez rare que, là ils se disent, le marathon c'est dur parce que je fais que des semis et vu que je suis pas une surdouée, c'est comme dans tout, je vais au bout, mais je suis pas une super sportive. Non, je suis l'app Nomade a été construite comme ça. Je suis le programme et honnêtement, j'ai besoin de personne pour motiver. Alors ça, c'est plutôt une question de nature. Bienvenue dans l'ascenseur. Quand vous entrez dans la vie professionnelle, est-ce que vous prenez le bon ascenseur pour vous? Alors déjà, j'ai du mal à rentrer dans la vie professionnelle. Donc, je suis une fille qui suis assez fêtarde. Voilà, donc je vis très bien, j'ai un réseau extraordinaire. Par contre, quand je sors de l'école, je veux faire du marketing et je suis pas terrible. Donc, je fais du commercial, je mets du temps à trouver du travail et je rentre au SMIC dans une boîte Studirama où je resterai 13 ans et où j'accéderai à la direction générale, j'achèterai des actions parce que j'ai déjà cette envie d'entrepreneuriat et de la valeur de l'entreprise qui rentre en moi. Donc oui, j'ai pris le bon ascenseur. J'ai pris le plus beau des ascenseurs parce que j'ai commencé en bas dans l'entreprise. Je vendais des coupons cadeaux dans un magazine étudiant à des bars, des boîtes de nuit parce que j'étais à l'aise avec ce milieu, des réductions pour les jeunes. Voilà, et puis très vite, j'ai dit, je veux le secteur des écoles, je veux organiser des salons, puis je veux encadrer des équipes. J'avais 27 ans, j'avais ma première équipe, je crois qu'il y avait déjà 10 personnes. Donc oui, parce que je connais ce métier de terrain, j'ai énormément de respect pour les vendeurs, qu'on respecte pas assez, parce que d'ailleurs, c'est ça qui fait le succès de ma boîte aujourd'hui. Sans argent, il n'y a pas de projet. Et je sais aller chercher de l'argent, je l'ai appris là, quand j'avais 22 ans, et je me rappelle de cette première fiche de paye. Quelle fierté d'avoir ce premier salaire, même s'il était petit, et d'être payé à la com'. Ça donne aussi une dimension différente parce que vous êtes vraiment payé au résultat de votre travail. Donc je me revois le vendredi, le samedi, aller faire des rendez-vous parce que j'avais pas atteint mes objectifs, parce que j'étais orgueilleuse et qu'il fallait arriver à la réunion commerciale en ayant tout checké, avoir le nombre de rendez-vous, le nombre de chiffres d'affaires faits. Oui, je crois que j'ai pris le bon parce que je travaillais avec toutes les équipes et que avant d'être en haut, je suis passée par tous les étages. C'était quoi le contenu de ce que vous vendiez ou de ce que faisait Studirama? Alors Studirama, pour faire simple, c'est concurrent de l'étudiant. Donc c'est un groupe média qui organise des salons et qui édite des magazines pour aider les jeunes à s'orienter. Donc on est déjà assez proche de ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et le jour où ils m'ont accepté ma candidature, j'allais accepter de vendre en porte-à-porte de la porcelaine de Limoges. C'est pour dire à quel point au début je ne trouvais pas de travail. J'étais très réservée, assez complexée. Je regardais mes chaussures en permanence. Et il y a quelqu'un qui m'a fait confiance, qui a dit il doit y avoir un truc. Voilà, ma mère me reprochait toujours de pas dire bonjour. J'étais pas très sociable en fait. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Je suis partie dans le commercial et ça m'a beaucoup apporté. Mais c'est paradoxal parce que vous dites j'avais un super réseau, j'étais fêtarde. J'étais très fêtarde. Je sortais beaucoup mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans la journée réservée, mais dans le rapport professionnel et le rapport à l'autre ou en entretien, j'avais des plaques dans le décolleté. Je m'en rappelle, ça a mis des années à me passer. J'avais presque de la coupe rose tellement j'avais les joues rouges dès que je m'exprimais. C'est encore autre chose après quand vous avez pris une coupe de champagne ou un verre de vin rouge, voilà. Donc je crois qu'il y avait quelqu'un d'assez inhibé la journée et assez désinhibé en soirée, mais j'étais pas sûre de moi dans le monde du travail. Voilà. Donc vous avez pris le bon ascenseur. Oui. Mais est-ce que dans votre ascension, vous avez eu des pannes d'ascenseur? Pas trop. Pas trop, j'ai toujours eu plutôt des collaborateurs et collaboratrices au soutien. Je réfléchis, non, j'ai pris la décision de partir un jour parce que je voulais accélérer l'ascenseur, voilà, qu'il aille plus haut et que ce soit surtout le mien, parce que là, je portais le projet de quelqu'un d'autre. Je me suis rendu compte qu'il m'avait énormément donné, peut-être avec le recul, parce que c'est pas facile d'être chef d'entreprise. Voilà, mais à 38 ans,
Un 3 janvier, je suis arrivée, j'ai dit bonne année, on la passera pas ensemble parce que j'avais décidé que c'était mon ascenseur que j'allais prendre, mon entreprise que j'allais créer et mon ambition que j'allais révéler. Et alors du coup, vous vous êtes lancé dans votre boîte, Nomade. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît? En 2 mots, c'est très simple, c'est de se dire que projet personnel, rendre à l'école ce qu'elle m'avait donné, c'est-à-dire permettre à chaque jeune de réussir, d'où qu'il vienne et où qu'il aille, en s'apercevant qu'ils ont tous des zones prioritaires d'éducation au 16e arrondissement à Paris ou de Bamako à Mayotte, un smartphone dans la main. Donc c'était comment réconcilier les jeunes avec leur scolarité grâce au smartphone, qui est sans doute l'outil le plus égalitaire qui existe pour cette génération. Nomade est né de là. Donc concrètement, c'est quoi Nomade? En 2 mots. Nomade, c'est une application mobile qui couvre tous les programmes du primaire, du collège, du lycée et de l'enseignement supérieur, les formations professionnelles, en hommage à mon papa qui avait ce CAP, comme les maths sup et les maths spé, et qui leur permet, comme le ferait une appli de sport, d'atteindre les objectifs qui se fixent. C'est redonner la confiance à la jeunesse en lui disant qu'à 15 ans, tout est possible et que leur destin, il est surtout entre leurs mains. Mais dans Nomade, il y a un programme sportif également? Alors, il y a un programme, surtout ça a été construit comme une app de sport, c'est-à-dire que les jeunes, ils s'engagent sur un entraînement de révision d'une demi-heure, 1h30 par semaine. Ils sont challengés, badgés par rapport aux membres de leur établissement là-dessus. Ça crée de la gamification, de l'addiction, ça c'est la première chose. On porte tous les événements sportifs dans l'application. On a fait un énorme programme pour la Coupe du Monde de rugby qui a cartonné. Et là, on a fait un très beau programme pour l'héritage des JO où on a montré tous les jeux, où on fait parler des sportifs. Et on a pour ambition, avec des marques qui ont porté les JO, de créer un programme digital pour permettre aux jeunes filles complexées, aux jeunes filles au collège qui souvent arrêtent le sport, de pouvoir refaire du yoga, du pilates ou du body pump à la maison. Voilà. En tout cas, moi, c'est une partie, ça me rend hyper heureuse. Et je remercie mes parents parce que je suis à la fois une spectatrice méconnaissable et passionnée. Moi, je pleure sur les hymnes, j'hurle sur les terrains de rugby et je bois le whisky de la gourde des Anglais d'à côté. J'aime ce moment et je trouve que c'est populaire. Quand on parle de rassemblement, j'ai adoré nos Coupes du Monde de football. J'étais sur les champs. J'adore ces moments de vie où on oublie d'où on vient et où on va. Le sport rassemble du haut de l'échelle, sauf ceux qui font semblant. Et le haut de l'échelle et le bas de l'échelle, d'ailleurs, c'est pas très joli, vous voyez, quand on parle d'ascenseur social. En tout cas, ça rassemble tous ces gens qui viennent de partout autour d'un hymne, autour de la citoyenneté, autour de l'engagement collectif. J'adore ça. Il y a un petit hors-série qui explique déjà ce que c'est que Nomade dans Bienvenue dans l'ascenseur. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans votre ascension à partir du moment, peut-être, où vous avez créé votre boîte? Le principal obstacle, c'est moi-même, c'est-à-dire qu'il était ancré en moi et je pense qu'à 50 ans, il commence à disparaître. C'est-à-dire que c'est quand même ce manque de confiance, donc je parais très sûre de moi, je m'habille très court, je l'assume complètement. Et je fais même des choses qui me mettent mal à l'aise pour me pousser. En revanche, il y a des rendez-vous difficiles à faire, un rapport à l'actionnariat qui était difficile, où je pense qu'il y avait une forme de complexe, de pas oser être ce que j'étais par rapport à l'impact, par rapport à mon rapport à l'argent, par rapport à plein de choses. Voilà, et c'est fantastique de vieillir pour ça. C'est qu'aujourd'hui, j'assume complètement. Et là, je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui vient forcément de... Quand toute votre vie, vous avez côtoyé un certain milieu, vous êtes hyper à l'aise avec. Moi, j'ai eu du mal. Et d'ailleurs, j'ai toujours du mal. Et c'est parfois pas avec ces gens-là que je m'amuse le plus. Avec un certain type de personnes, voilà. Et ça a pu être un frein parce qu'il faut pouvoir, pour avancer, se sentir à l'aise avec tout le monde. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, on m'a permis de rencontrer le patron de BNP Paribas, le patron de Total Energy, de Groupama. C'est quand même dingue, justement, parce que je pense que je suis un peu différente. Ça se passe hyper bien. Je me rends compte que je suis assez à l'aise avec ces gens-là, ou quand j'ai eu l'occasion de parler à Gabriel Attal. Et ça, je pense que je l'aurais pas fait il y a 10 ans. C'était un frein. Aujourd'hui, j'ose. Je me dis qu'après tout, la patronne d'Orange m'a dit un jour, on était femmes Forbes toutes les deux, une phrase qui m'a marquée. Je lui disais, moi, vous m'épatez. Tellement de salariés encadrés, tellement de défis relevés. Elle me dit, mais Caroline, j'ai pas fait ce que vous avez fait. Vous avez créé votre entreprise. Vous êtes partie de zéro. C'est encore autre chose. C'est marrant, ça m'a marqué. Voilà. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai des raisons d'être fière et que je dois assumer ce que je suis. Et vous êtes passé par un moment peut-être où vous aviez le sentiment de ne pas connaître les codes ou avoir un sentiment d'imposture? Toujours. Ça m'arrive, ça allait du pain où je ne savais pas de quel côté de l'assiette on le prenait à table, ou les couverts, des choses dans le déjeuner qui étaient parfois pénibles, la salade qu'on ne coupait pas. Je m'en rappelle, ça m'a marqué, des petites choses blessantes comme ça. Mais que pourquoi blessantes? Parce que vous avez des gens vous ont fait des remarques. Bien sûr que j'ai pu avoir des remarques. Oui, j'ai pu avoir des remarques et je pense qu'on en a.
On en a toujours. Et puis je me rappelle, j'avais été prise dans un casting comme ça dans un bar par, je sais plus, un coiffeur célèbre, je sais plus qui il était. J'étais arrivée juste pour une coupe, faire un défilé. Il a dit, mais écoutez, elle sent tellement la campagne, cette fille, on va quand même pas la garder. C'est hyper marquant quand vous avez 22 ans. Et je pense qu'il y a une forme d'arrogance aujourd'hui, toujours d'un certain... Moi, j'aime pas trop l'intellectualisme. Je suis une fille très populaire et je crois qu'au contraire, j'ai cette chance de pouvoir parler à tout le monde, d'être aussi à l'aise avec les ouvriers qu'avec les ministres. Ce qui manque aujourd'hui, je pense beaucoup à nos politiques. D'ailleurs, je leur dis, parce que je pense qu'on a besoin d'embarquer les gens, tous, voilà, et d'être à l'aise avec eux. Donc oui, j'ai parfois ressenti... Oui, je le ressens encore. Je le ressens encore. Par contre, ça ne me gêne plus. J'en fais une fierté. Je ris un peu de ces gens-là. Oui. Est-ce que vous diriez que vous aviez des moments un peu d'ascenseur émotionnel dans ces moments-là ? J'en ai toujours. Toujours. J'en ai toujours. Et il y a même des moments, je suis une fille qui publie beaucoup, je poste beaucoup sur LinkedIn. C'est un choix assumé, ça me ramène beaucoup de clients. Il est évident que ça peut être clivant. Je suis qui je suis, je parle avec mes mots. Et il y a des soirs, je me dis, pourquoi t'as fait ça ? Et il peut m'arriver de prendre des remarques. Il y a 90% des gens qui sont au soutien, qui adorent cette boîte et qui suivent ma personnalité. Il y a forcément tout le reste qui apprécie pas du tout ce qui je suis ou qui pense que je fais ça parce que je m'adore ou pour une question de voilà, je laisse passer. Mais bien sûr, il y a tout. Moi, je suis une fille je passe du rire aux larmes et je le dis souvent. Voilà, il m'arrive de m'asseoir, les équipes l'ont vu, et de craquer, de pleurer. Et je trouve que c'est beau, en fait. Voilà, et ils ont le droit de le faire aussi. Et j'assume mon management affectif, il fait partie entière de moi. On me rend énormément pour ça. J'ai perdu des gens, j'ai vieilli. Et je sais qu'on n'a qu'une vie, et donc j'ai envie de la vivre entière. Il n'y a pas une Caroline à la maison, une Caroline au bureau. C'est la même partout, donc l'ascenseur émotionnel, voilà, il est le même avec mes enfants, mes amis et mes salariés. Est-ce que changer d'étage, c'est forcément s'éloigner à jamais de son milieu d'origine ? Non, surtout pas. Alors pour moi, surtout pas, au contraire, c'est ma plus grande force. Je baigne, vous voyez, mon fils, il est 15 jours en Corrèze là, il adore ça, il y retourne tout le temps. C'est ma plus belle force et c'est celle que j'aimerais transmettre à mes enfants. Donc non, j'y rentre souvent quand ça va trop vite, si j'ai l'impression que je prends la grosse tête, c'est là que je suis le mieux. Voilà, non, et je trouve que c'est une chance incroyable d'avoir une terre. Et surtout comme la Corrèze, où il y a peu de choses. C'est une terre, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'agriculture, c'est une terre hyper simple, c'est une terre de début du monde. Moi, d'où je viens, il n'y a que de la prairie, il n'y a rien d'autre. Quand on est là-bas, on se rappelle d'où on vient, ce qu'on est, l'essentiel, je pense aussi, le rapport à l'argent, le rapport aux autres, comment les gens sont un peu rustres, tellement simples, tellement bienveillants que... Non, en tout cas, moi, je sais d'où je viens, je serai enterrée là-bas, et c'est vraiment... voilà. Et tout ce que je fais est encore beaucoup pour mes parents. Donc il n'y a pas de clivage du tout entre votre milieu d'origine et votre milieu d'aujourd'hui. Donc vous n'avez pas besoin de réconcilier ces deux mondes puisqu'ils sont déjà réconciliés depuis le début. Enfin, il n'y a même pas eu de rupture. Non, et puis les gens sont hyper fiers. Enfin, quand je rentre, c'est marrant. Tous mes copains d'enfance qui n'ont pas fait la même chose que moi, ma famille, voilà, ils me portent quels que soient mes choix. Pour eux, ils sont derrière moi, au soutien. J'ai jamais ressenti de jalousie ou au contraire, je suis la petite Corrézienne qui a réussi et c'est, voilà, je suis hyper bien, donc non. Bienvenue dans l'ascenseur. Est-ce que vous avez le sentiment que, à votre époque, c'était plus facile l'ascenseur social qu'aujourd'hui, surtout pour quelqu'un qui vient d'un village, d'un territoire, comme on dit aujourd'hui, dont l'accès, voilà, avec peut-être parfois une rupture avec les grandes villes, etc. C'est une très bonne question. Et je ne sais pas quelle est la réponse. Je trouve qu'en tout cas, je ne sais pas, et c'est là où je suis assez clivante, on en parle beaucoup plus, et je ne sais pas si ça facilite les choses. Voilà. Donc moi, j'ai le point de vue un peu différent de dire osons, et on me le reproche, on dit oui, quand tu dis ça aux femmes, ça peut leur donner une injonction. Moi, je pense que la chance de ma vie, c'est qu'on ne m'ait jamais dit que ça allait être difficile. Donc ça m'a porté, je fais beaucoup de conférences sur les femmes ingénieurs, sur les levées de fonds, on n'arrête pas de répéter sur les femmes que c'est difficile d'être entrepreneur, que c'est difficile de lever des fonds, que les hommes nous font des barrières. Moi j'ai envie de raconter que j'ai eu plein d'hommes qui m'ont porté, que j'ai aujourd'hui des hommes très puissants qui me soutiennent en tant que femme, que je suis poursuivie par les fonds d'investissement, que je peux vendre demain ma boîte très chère, mais que je ne fais pas ce choix. Et je pense qu'il est très important aussi de dire que c'est possible et de montrer, alors je sais pas si c'est le rôle modèle, parce qu'il y a au moins 5 heures par jour où je suis pas modèle, mais en tout cas,
Je trouve qu'on montre moins qu'avant la réussite et qu'on insiste beaucoup. Les jeunes vont mal. C'est compliqué d'être étudiant. Le Covid, ça leur a mis une claque. Et moi, j'aime bien le côté, quand les Africains, quand j'y vais, c'est ce côté, c'est difficile, mais on y va, c'est possible. Voilà. Donc, je pense que c'est plus difficile parce qu'on a un côté en France où d'ailleurs, je trouve qu'on le voit actuellement. La France est malheureuse. Les élections le prouvent. Ça montre quand même quelque chose d'hyper... La France va pas bien. Moi, je juge pas les Français. Je relève juste qu'il y a quelque chose qui va pas. Si on en arrive à ce point-là dans nos urnes, partout sur nos territoires, dans toutes les classes sociales, il y a un sujet. Donc je trouve qu'on fait de plus en plus attention à la jeunesse, qu'on fait de plus en plus attention aux femmes, qu'on fait de plus en plus attention à la diversité et qu'au final, ça marche pas. Je pense que le vivre ensemble n'a jamais été aussi mal. C'est triste. Alors qu'est-ce qu'il faudrait changer collectivement, selon vous, pour que l'ascenseur social reprenne sa marche? Alors moi, je pense que déjà, ce qu'on devrait dire à chacun, c'est qu'on a tous un rôle à jouer. Je trouve qu'on est dans un pays où on attend beaucoup de l'État et que si chacun d'entre nous a sa mesure, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même énergie, mais par contre, si chacun fait un peu pour ses enfants, pour ses voisins, pour son entreprise, ou plus largement les grosses boîtes pour le reste, on ira beaucoup mieux. Voilà. En tout cas, moi, ma façon de voir les choses, c'est vraiment ça. Prenons-nous en main, disons à chacun que c'est possible, qu'il a des compétences, donc redonnons la confiance en l'individu. Moi, j'ai confiance en l'autre. Mes équipes me le disent, elles me disent souvent, tu nous fais grandir parce que j'ai confiance en eux. Plus d'exigence, plus de respect. Ça, c'est mon point de vue. Pour moi, l'exigence, c'est pas un tort, c'est valoriser l'autre. Les gens que j'aime, donc c'est vrai que je suis dure, plus j'aime, plus je suis exigeante. Voilà, les équipes, je le dis toujours à mes managers, porter les gens vers le haut. Donc c'est ça, remettre l'individu au centre de sa propre vie et que lui pense plus au collectif. Il est évident qu'il y a des choses à réparer dans le pays, qu'il y a des choses qui vont pas bien. Il est même évident qu'on n'est pas partout pareil dans le pays, quand en fonction de ses parents. Mais en revanche, il est important effectivement et individuellement de porter que c'est possible. Voilà. Et on le voit. On voit des exemples fantastiques dans nos banlieues, on voit des exemples fantastiques dans nos territoires d'outre-mer. Donc, moi, je pense que redire aux gens, yes, you can, c'est peut-être, d'ailleurs, c'est beaucoup porté dans d'autres pays. Il y a plein de pays où on a une confiance dans l'individu et aussi on respecte le succès et la réussite. C'est très gênant ici parce que parfois ça crée de la jalousie où on oppose patron, salarié, ouvrier. Moi, ce que j'aime le plus chez Nomade, et j'en remercie chacun, c'est que je travaille autant avec les ONG, les associations de quartier, nos politiques, les parents, les jeunes. J'ai des seniors, j'ai des très jeunes ici. J'ai des noirs, j'ai des blancs, on peut peut-être plus dire c'est moi, j'ai des arabes, j'ai des confessions différentes. J'ai envie qu'on le prouve par l'exemple. Voilà. Et je suis très fatiguée aussi des discours. Je trouve qu'il y a énormément de gens qui parlent beaucoup et qui, au final, au quotidien, ne s'engagent pas à titre personnel dans les combats qu'ils mènent. Voilà. Donc moi, je crois énormément à l'action collective et à l'action individuelle de chacun pour le bien commun. Bienvenue dans l'ascenseur. Est-ce que dans votre parcours, vous avez rencontré des femmes ou des hommes qui vous ont aidé? Vous nous avez parlé d'hommes qui vous ont aidé, mais est-ce que vous pourriez être un peu plus précise? Alors, c'est très difficile de citer des gens en particulier parce que j'ai été très aidée. Je me nourris des autres. Donc, objectivement, et ceux qui m'aident le plus, et c'était déjà le cas chez Studirama, d'ailleurs, il y a 18 personnes qui viennent de mon ancienne entreprise. Voilà, j'ai des amis de 30 ans que j'ai rencontrés chez Studirama qui sont ici au comité de direction. On a l'esprit d'équipe chevillé au corps, donc je suis portée par l'énergie de mes équipes. Et je vous parlais tout à l'heure des jeunes, vous verriez ce qu'ils me donnent ou la surprise qu'ils m'ont fait pour mes 50 ans. Voilà, donc je ne suis rien sans les autres et je suis excessivement portée par les autres. J'ai énormément de marques d'affection, d'engagement quand on parle de cette jeunesse qui est parfois désengagée. Je reçois 50 messages par jour sur LinkedIn pour me dire ce qu'on fait, c'est formidable. Je reçois plein de messages de jeunes d'Afrique ou de mamans qui me disent « Vous avez sauvé la scolarité de nos enfants ». Donc c'est un projet, on a une chance quand on parle d'éducation, c'est que vu que ça parle à tout le monde, on est très porté par les autres. Il n'y a pas un chef d'entreprise, il n'y a pas un ministre qui peut me regarder dans les yeux en me disant que c'est pas important. Donc globalement, j'ai la chance de porter ce sujet parce que c'est le sujet de tous, de l'ouvrier au ministre, du couvreur au docteur. Voilà, c'est vraiment le sujet de tout le monde. Donc il n'y a pas de personne en particulier. Et je dirais même une chose qu'il faut dire et qui est pas facile à dire, je suis plus embêtée par les femmes que par les hommes. Voilà. Donc je le dis quand même, je ressens encore, on parle beaucoup de sororité. Je ressens globalement, j'ai pu avoir des hommes maladroits sur des remarques, mais que je place plus dans mon cas d'une autre génération qui ne se font plus aujourd'hui, mais qui ont tout de suite arrêté quand j'ai mis mes marques, je le dis. Après, je suis assez cassante, hein. Par contre, il m'arrive encore d'arriver quelque part
et de me sentir petite fille, je dirais presque, par des regards de femmes excessivement violents. Je trouve qu'il y a encore parfois une jalousie féminine qui m'est très mal à l'aise parce que moi j'adore les hommes et les femmes, je ne les distingue pas. Mais c'est pour ça que je dis en interne que j'ai créé une ligue de défense des hommes, parce qu'il y a vraiment des hommes bien et parfois je trouve que on les traite pas toujours bien aujourd'hui. Et il y a des vrais cons aussi. Mais c'est vrai dans les deux cas. Voilà. Je le dis parce que c'est important qu'on le dise. Le monde de demain, moi je veux qu'on le construise avec des hommes et des femmes bien. Voilà. Donc quel conseil vous donneriez aux jeunes qui veulent prendre l'ascenseur social ? Alors déjà d'écouter des gens qui vont bien. Alors, ça peut paraître tout bête, mais c'est-à-dire de se tourner vers des gens qui sont optimistes, quel que soit, alors peu importe. Hein, moi, j'ai fait mon premier stage à la chaîne avec des ouvrières, mais qu'est-ce qu'elles étaient heureuses, ça personne ne le dit. Elles parlaient toute la journée, il y avait une communication. Elles étaient des femmes, pour moi, heureuses, peut-être sous-payées, donc s'entourer de gens qui ont une énergie positive pour pas se faire tirer vers le bas, se créer le plus tôt possible, et on sait que c'est compliqué, un réseau. Mais je parle avec plein de jeunes filles de banlieue qui vont parler au boulanger, au magasin d'à côté, qui essayent. C'est possible. Il y a plein de gens bien. Donc, il y a plein de gens qui vont vous ouvrir. Voilà, oser se mettre aussi sur les réseaux. Là, je regardais des jeunes filles qui disaient qu'elles utilisaient très tôt LinkedIn, alors qu'elles étaient pour créer un profil. Voilà. Et puis, se tourner. Alors, moi, je me bats parce que je crois beaucoup au pouvoir du sport, mais quand on fait des choses, ou que ce soit de la musique, c'est-à-dire s'ouvrir, aller dans des clubs, quand on voit l'ascension sociale que ça peut permettre et ce réseau que ça peut ouvrir. Des clubs sportifs? Ouais. Énormément. Et puis, il faut travailler. Parce qu'il y a aussi un autre sujet. On me dit très souvent, t'as de la chance. Et tout le monde, hein. Mes copines. Alors oui, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'être née avec des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour. Ça, c'est une chance incroyable. Zéro doute. Ça, c'est peut-être le plus important dans la vie. Mais en revanche, je bosse. Qu'est-ce que je bosse? Je me prends des claques. Parfois, je dors pas parce que je suis contrariée. Je me relève. Et j'ai envie d'avancer. Je me donne les moyens de mon ambition. Et on a chacun à avoir la note. Moi, je juge pas ça. Mais en tout cas, faut se prendre en main. Et pour les femmes, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi possible. Je dis avec amusement parfois que je gagne des prix qui devraient être gagnés par des hommes, parce que je suis une femme. Et je pense que les banques me le disent. Elles sont ravies de m'accompagner parce que je suis une femme dans la tech. Donc, elles aiment bien me mettre beaucoup plus en avant que les hommes. Donc, voilà, c'est notre moment. Ça n'a jamais été autant notre moment. Fonçons. Merci, Caroline Métro, pour ce voyage dans votre ascenseur. Merci à vous. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. Bienvenue dans l'ascenseur vous est offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Un podcast réalisé par Actuali. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.